je ne pouvais pas me soustraire. Donc, je suis tout à fait désolée, mais voilà, la vidéo est là quand même pour faire office de communication entre nous. Et donc, je vais vous proposer mon petit texte que j'avais préparé. Et puis, je suppose qu'on pourra avoir un petit moment d'échange ensuite. Voilà. Et donc, je vais commencer en rappelant qu'il y a plus de 20 ans, j'avais publié un article que j'avais intitulé « À l'aise dans la décivilisation », un article consacré à la télé-réalité et notamment à la célèbre émission télévisée Love Story, dont je suppose que la plupart d'entre vous se souviennent. Je pointais dans cet article la façon dont l'une des dimensions de ce qu'on peut appeler la civilité, cette dimension donc est la discrétion, la pudeur, la dissimulation de l'intimité et de la sexualité, se trouvait systématiquement transgressée par le principe même de ce jeu, puisque ce jeu, vous vous en souvenez, reposait sur l'exhibition quasiment ininterrompue de la vie quotidienne d'un groupe de jeunes réunis face aux caméras. Et ce qui m'avait intriguée, c'est que, bien sûr, il y avait eu d'innombrables critiques et des protestations engendrées par ce dispositif, mais malgré cela, il a résisté sans problème et il continue d'être exploité. Et donc, dans cet article, je faisais l'hypothèse que ce dispositif avait pour lui un renversement de valeur qui le rendait non seulement attirant, comme tout dispositif qui incite au voyeurisme, mais aussi légitime, du moins aux yeux d'un grand nombre de spectateurs, et notamment les jeunes. Et donc, on voit ainsi comment les exhibitions les plus choquantes aux yeux de certains peuvent être encouragées et saluées par d'autres au nom d'une valeur qui n'est plus celle de l'intimité, de l'intériorité, de la discrétion, de la civilité, ni même celle de la rareté et de la distinction, mais une valeur qui est en fait la valeur de l'authenticité, au nom de quoi le fait de ne rien cacher, de tout dire, de tout montrer, peut devenir un gage de vertu, et le refus de la transparence peut apparaître à l'inverse comme une volonté de dissimulation. L'atteinte à la pudeur ou à la discrétion de la vie privée se retourne en éloge de l'authenticité, de la transparence, de la levée des tabous, contre les contraintes civilisationnelles. Et c'est donc cette valeur d'authenticité qui permet de neutraliser les dénonciations à travers la valorisation de la transparence, de l'immédiateté, du refus de distinguer entre le public et le privé. D'où l'aisance avec laquelle acteurs et spectateurs produisent et consomment le spectacle d'une intimité, même si elle est entièrement artificielle car fabriquée pour la caméra, et donc à l'aise dans la décivilisation. Or, ce phénomène de desserrement des contraintes de la civilité s'est considérablement accentué depuis cette toute fin du XXe siècle où a été inventée, après la télé-vérité, la télé-réalité. Car on retrouve ce phénomène dans cette portion de la culture savante qu'est l'art contemporain, ainsi que dans de nouvelles pratiques issues d'innovations technologiques et relevant d'une culture beaucoup plus populaire, la culture des jeux vidéo d'une part, et la culture des réseaux sociaux d'autre part. On y trouve tous les signes d'un processus de décivilisation, selon le concept élaboré par le sociologue Norbert Elias, pour désigner le desserrement de l'autocontrôle des pulsions, et notamment des pulsions de violence et de destruction. Avant d'aborder ces points, je voudrais dire quelques mots de ce concept de civilisation chez Elias, pour dissiper les malentendus qui sont apparus à son sujet. Car pour comprendre la notion de décivilisation, il faut d'abord comprendre ce que Elias entendait par civilisation. C'est un concept qu'il a élaboré dès les années 30 et qui n'a de sens que dans des contextes précis où il désigne des comportements clairement repérables. Il ne s'agit donc pas d'un diagnostic général porté sur une civilisation au sens historique ou anthropologique. La sociologie d'Elias est toujours à hauteur d'individus, c'était même le thème de son livre « La société des individus ». Même si son originalité est de permettre l'extrapolation des conduites individuelles à des phénomènes collectifs, et c'est en cela que, me semble-t-il, la sociologie de Norbert Elias intéresse profondément la psychanalyse.
Alors ça, c'était une première caractéristique, la question des contextes pertinents pour penser la notion de civilisation. Deuxièmement, ce à quoi renvoie ce concept est moins la notion de civilisation au sens anthropologique ou historique que la notion de civilité, autrement dit une norme comportementale et non pas une culture au sens large. Il faut vraiment avoir cela en tête pour bien éviter les malentendus. Troisièmement, cette civilité relève d'un processus et non pas d'un état. Elias n'a cessé de parler de processus de civilisation et non de civilisation tout court. Car sa pensée n'est jamais statique, mais elle est toujours processuelle. Ce sont les changements qui l'intéressent, pas les états stables. D'où l'intérêt de ce concept pour tout ce qui concerne l'éducation, puisque l'éducation est ce qui permet à l'enfant de changer. Quatrièmement, même si les mots de civilisation ou de civilité sont généralement positifs, l'analyse d'Elias n'est pas normative. Il ne cherche pas à faire l'éloge des sociétés civilisées, entre guillemets, mais à comprendre comment s'est produit le mouvement vers la civilité dans les sociétés occidentales, et cela peut valoir aussi, bien sûr, pour les sociétés non occidentales, à condition de les étudier d'aussi près que l'a fait Elias pour la société française. Il ne s'agit pas pour lui de vanter la supériorité de la société occidentale par rapport aux autres, comme le croient encore certains anthropologues. D'ailleurs, il a évoqué les effets pervers d'un excès de civilisation dans certains de ses textes, notamment à la fin de sa vie, La solitude des mourants, que je vous recommande. Et donc ces 4 caractéristiques, l'importance du contexte, le comportement, le processus, la neutralité, invalident les critiques que certains anthropologues ont pu faire à ce concept, dans lequel ils ont cru voir un éloge des sociétés occidentales civilisées, entre guillemets, par opposition aux sociétés dites sauvages. J'ajoute que la civilisation au sens d'Elias relève avant tout d'une problématique de l'intériorisation, en l'occurrence l'intériorisation de la loi ou de la contrainte. C'est pourquoi le processus inverse, la décivilisation, a été également évoqué par lui à propos de possibles mouvements de régression par le desserrement de l'autocontrôle, entraînant une banalisation de l'agressivité, voire de la violence. Et pour l'éviter, il faut alors recourir à la contrainte externe, par l'interdit et par la loi. Cette problématique de l'intériorisation est intimement liée à la question des rapports de force. En effet, le processus de civilisation consiste à différer l'immédiateté des affects, à les mettre à distance en interposant entre les corps la médiation des mots et des gestes, en sublimant les instincts par la réflexion et la réflexivité, en ritualisant les relations et le rapport au monde. C'est par exemple le rôle de la galanterie ou de l'amour courtois par rapport au rapt, c'est le rôle du sport par rapport au combat, ou sur un mode plus symbolique, c'est le rôle de l'ironie par rapport à l'insulte. Or, la capacité à éviter la violence par l'intériorisation des pulsions agressives est ce qui permet aux plus faibles d'être relativement protégés du plus fort. Le processus de civilisation constitue donc le meilleur rempart des plus faibles contre la force brute. Enfin, c'est la question de la loi qui est en jeu dans cette double problématique de l'intériorisation et des rapports de force. En effet, le défaut d'intériorisation de la contrainte autorise et même nécessite l'exercice du contrôle et de la sanction, non plus par le sujet lui-même sur lui-même, mais par le détenteur du monopole de la violence légitime, comme disait Weber, à savoir les institutions d'État. Respecter la loi, accepter l'interdit et donc, dans certains cas, la censure, c'est la condition pour habiter un monde commun, un monde qui accorde aux individus une certaine part d'autonomie, tout en exigeant d'eux une certaine part d'obéissance aux règles. Alors là, je vais faire un petit excursus par la question de la civilisation du regard et de la pudeur. Et donc, pour illustrer ce processus d'intériorisation des règles de la civilité par la maîtrise des pulsions, je vais prendre l'exemple de l'apprentissage du regard.
Cet exemple illustrera en même temps les décalages dans les conceptions de la civilité qui existent à l'intérieur d'une même culture, en l'occurrence notre culture française actuelle. Nous sommes tous frappés par l'essor ces dernières années du port du foulard islamique dans nos rues, corrélatif d'une montée en puissance d'une conception fondamentaliste, voire politique de l'islam, considérée par l'islamisme comme devant l'emporter sur la loi civile. Du point de vue de ceux et celles qui justifient le port du voile, il s'agit d'une exigence de pudeur. Du point de vue de ceux qui, comme moi, sont heurtés par cette conduite, il s'agit de l'adhésion ostentatoire à une conception intégriste de la religion, conception qui affirme également l'infériorité de la femme par rapport à l'homme et l'interdiction de l'homosexualité, au rebours des valeurs de la société française actuelle. Alors que répondre à cette invocation de la pudeur? C'est que le foulard islamique est le marqueur d'un faible niveau de civilité ou de civilisation. Si les femmes doivent masquer matériellement leurs cheveux, considérés comme des signifiants de sexualité, c'est qu'on n'a pas appris aux garçons à contrôler leur pulsion sexuelle, de sorte qu'une mèche de cheveux peut les exciter. Sorte que leurs fils soient capables de maîtriser leurs élans, au lieu d'obliger les filles à se bâcher pour faire le travail de coercition à leur place. Mais aujourd'hui, le clivage culturel est tel qu'il est très difficile de faire entendre ce discours, surtout lorsqu'il est rejeté par les idiots utiles de l'islamisme qui crient à l'islamophobie dès qu'on critique telle ou telle pratique d'une religion. Voilà un exemple très actuel des tensions sur les limites de la civilité, modifiées par les évolutions sociétales et technologiques, et parallèlement par les bouleversements axiologiques, donc dans les valeurs. J'ajoute que la pudeur pourrait être aussi invoquée par les partisans de la laïcité, dont je suis, qui jugent impudique l'ostentation dans l'espace public des signes d'appartenance religieuse, alors que ceux-ci devraient eux aussi relever des sentiments personnels intériorisés et non des revendications politiques. Les mœurs françaises privilégient la discrétion dans l'affichage des signes religieux. Dans ce contexte, c'est le port du voile islamique qui peut être vécu comme impudique ou du moins incivil. Mais maintenant, je vais passer à un sujet peut-être un peu moins polémique en m'intéressant à d'autres facteurs actuels de décivilisation, à savoir d'abord l'art contemporain, puis les jeux vidéo et enfin les réseaux sociaux. Alors, à propos de l'art contemporain et de l'esthétisation de la transgression, j'ai montré dans plusieurs livres que le propre de l'art contemporain réside dans la transgression des limites, au premier rang desquelles les limites de la définition de l'art selon le sens commun. Mais ces limites ne sont pas qu'esthétiques. Elles touchent aussi les limites de la civilité, dans un registre de valeurs qui relève non plus de l'esthétique, mais de l'éthique. Je n'en donne ici que quelques exemples, vous en trouverez beaucoup d'autres dans mes livres. Un artiste marseillais qui avait organisé l'agression d'un train de touristes à coups de G2 et de farine. Un étudiant à Nice dont le travail photographique consistait à suivre une vieille dame dans une petite rue sombre, puis à sauter devant elle en criant et à la prendre en photo, son concept étant défini par lui comme photo-agression. Une artiste célèbre publiant des photos de chambres d'hôtel occupées ou de l'inconnu qu'elle a suivi clandestinement pendant plusieurs jours. Une autre s'emparant du courrier de l'ancien propriétaire de sa maison à Pasadena pour en faire une dation, etc., etc. La valorisation artistique de la transgression rejoint ici la valorisation morale du refus des contraintes et des conventions, au premier rang desquelles la frontière entre public et privé, dont le réglage s'est progressivement opéré au cours du processus de civilisation. Cela dit, l'art contemporain reste confiné dans un milieu spécialisé, sauf lorsqu'il s'expose dans l'espace public, et l'on se souvient à ce propos de la polémique suscitée par le monumental plug anal érigé par l'artiste américain Paul McCarthy, place Vendôme, en guise de sapin de Noël. En revanche, d'autres pratiques relevant de la culture populaire
touche infiniment plus de monde. C'est le cas notamment des jeux vidéo. Et je vais maintenant développer ce que je considère comme étant une forme de décivilisation par les jeux vidéo. Alors, le frère de l'assassin de la mosquée de la Grande Combe, qui en avril a attaqué un musulman de 25 coups de couteau et qui a filmé et diffusé les images de son acte, son frère donc le qualifiait comme reclus, noyé dans ses jeux vidéo et les réseaux sociaux. De même, l'adolescent qui, au mois de juin, a poignardé une surveillante à la sortie d'un collège de Nogent, a mentionné lui-même qu'il visionnait beaucoup de jeux vidéo, mais sans que ni lui ni ses parents ne le considèrent pour autant comme addict. Cela dit, on se demande quel degré de lucidité sur ces pratiques il convient de leur attribuer. Le psychologue Sébastien Dupont a récemment consacré dans Telos un article aux troubles psychopathiques des adolescents, où il montre une similitude frappante entre ces troubles et les comportements mis en scène dans les jeux vidéo. Je cite, « Mépris et transgression des droits d'autrui, incapacité à se conformer aux normes sociales, tromperies intentionnelles, bagarres ou agressions physiques répétées, négligence de sa propre sécurité ou de celle d'autrui, absence de remords, indifférence à la souffrance d'autrui, froideur émotionnelle, manque d'empathie et insensibilité morale ou affective, le tout compromettant l'intégration sociale et conduisant à, je cite toujours, des situations de délinquance, de marginalisation, voire d'incarcération. » Fin de citation. Plus récemment, ce type de violence s'est particulièrement illustré dans des jeux vidéo où le joueur n'y est plus, comme dans les films violents, en position passive, mais où c'est lui-même qui met en acte des violences répétées, virtuelles, mais réalistes. Alors, ces pratiques induisent-elles des comportements psychopathiques? On sait qu'il n'existe pas de consensus scientifique sur le sujet. Mais comment ces pratiques pourraient-elles ne pas induire au minimum une forme de désensibilisation à la violence ou un renforcement de traits de personnalité problématiques, comme l'affirme Sébastien Dupont? Il y a là une évidente facilitation d'un processus de décivilisation qui devrait nous alerter sur la nécessité impérieuse de réguler les jeux vidéo. Et nous allons voir qu'il en va de même avec les réseaux sociaux ou ce que je préfère nommer les ragots sociaux. Vous avez tous noté l'affaire sordide qui a fait récemment la une des journaux, celle du décès d'un homme surnommé Jean Portmanov, après des sévices qu'il avait accepté de se laisser infliger de façon publique, puisque filmé et diffusé sur une plateforme où les internautes peuvent intervenir pour commenter et encourager ces actes, le tout donnant lieu à rémunération, au profit non seulement de la victime, mais aussi de la plateforme. Comme l'explique dans un article Marlène Dulaurent, une spécialiste de sciences de l'information et de la communication, je la cite, « Dès les années 2000, le phénomène du happy slapping, qui vise à filmer le passage à tabac d'une personne pour l'exhiber ensuite sur les réseaux sociaux, met en scène une véritable théâtralisation de l'agression en ligne. L'acte violent cesse d'être un simple débordement pour devenir une performance destinée à un public. » Elle ajoute, là où le happy slapping restait à l'époque ponctuel, impulsif et plutôt confiné à des cercles adolescents, le cas Portmanov marque une bascule vers un dispositif beaucoup plus construit et planifié. Cette évolution fait écho à Zygmunt Bauman, pour qui l'exposition répétée à des images de violence conduit à une désensibilisation progressive face à la cruauté. Son stream de 298 heures en constitue l'aboutissement. La violence n'est plus improvisée, mais devient un flux continu de souffrance exploité en contenu médiatique et financiarisé, bien sûr. Et elle affirme que cette mort ne peut être considérée comme un accident, car elle est l'aboutissement logique d'un modèle qui transforme méthodiquement la dignité humaine en marchandise.
Il s'agit là d'un véritable marché de la cruauté en ligne, continue la chercheuse, où chaque coup et insulte se traduit par un don, un abonnement ou un tip, transformant la douleur en revenu. Plus de 36 000 € ont été récoltés au cours du dernier live stream de Jean Pormanov. Une véritable économie du sadisme numérique s'est enclenchée, reposant essentiellement sur 3 piliers: la marchandisation de la vulnérabilité, Jean Pormanov devient un produit, la gamification de la violence, les dons déclenchent des sévices, et la fidélisation de l'audience par l'escalade permanente des sévices infligés. Fin de citation. Alors, ce qui est écrit ici n'est que la forme extrême prise par le processus de décivilisation par les réseaux sociaux grâce à, je cite encore, la distanciation que le numérique instaure entre l'acte violent et ses témoins, l'écran fonctionnant comme un filtre moral qui transforme la souffrance réelle en un divertissement consommable sans confrontation directe au visage de la victime. Fin de citation. L'absence de contact, l'impossibilité de croiser le regard, la réduction d'autrui à une image sur un écran contribuent à une forme de déshumanisation incitant à la déresponsabilisation morale. Et c'est ainsi que l'auteur de l'article conclut: le numérique permet à des individus ordinaires de devenir les financiers d'actes qu'ils n'oseraient jamais commettre en personne, une nouvelle forme de banalité du mal. Fin de citation. Alors nous savons tous à présent que l'organisation des algorithmes qui contrôlent plateformes numériques et réseaux sociaux privilégie systématiquement les contenus extrêmes, disruptifs, susceptibles de l'emporter dans une économie de l'attention particulièrement concurrentielle. C'est donc une nouvelle technologie, doublée d'une économie florissante et encouragée par une idéologie de la liberté d'expression sans limite, qui est venue aggraver le processus de décivilisation entamé depuis au moins 2 générations. Et je vais terminer avec quelques propos sur comment faire une société qui tienne. On a donc la primauté algorithmique du sensationnel, l'éclatement et la dérégulation des sources d'information, le règne de l'opinion personnelle, l'explosion des infox et de leurs corollaires complotistes, la déréliction de la notion de vérité. Comment, dans ces conditions, peut-on encore s'adosser à des références partagées? La crise de décivilisation que nous affrontons se manifeste dans les violences scolaires, les émeutes urbaines, les incivilités quotidiennes. Elles vont de pair avec une régression dans la capacité des individus à intérioriser leurs émotions, à maîtriser leurs expressions corporelles, à cadrer leurs pulsions. Ce qui est ici en jeu n'est pas la violence révolutionnaire des opprimés, comme aurait dit Marx, même si c'est souvent d'eux qu'elle provient, c'est la violence anomique des êtres mal socialisés. Or, la régulation, l'interdit, la sanction semblent faire peur, là où c'est la violence effrayante et mortifère d'adultes, d'adolescents et même parfois d'enfants qui devrait nous terrifier et nous inciter à agir pour le bien de tous, y compris d'eux-mêmes. Il existe bien, pourtant, des outils juridiques et techniques pour contrôler ces facteurs incitatifs que sont les émissions de télé-réalité, les jeux vidéo et surtout aujourd'hui les réseaux sociaux. Encore faut-il avoir pris conscience de leur nécessité et avoir le courage de s'en emparer. Mais il faut pour cela résister au déni de leurs ravages, adossé au refus de l'interdit, par où l'idéologie libertaire rejoint les intérêts mercantiles. Et je vous renvoie sur ce point au dossier de la revue Cité que j'ai co-dirigé et qui s'intitule « Les ravages des réseaux sociaux » dans un numéro qui va paraître au mois de novembre. La civilisation des mœurs a été la condition de possibilité de l'essor du savoir et de la rationalité, des avancées de la culture, des raffinements du savoir-vivre, qui soutiennent le sentiment d'appartenance à un monde commun lorsque quelqu'un qui vous tient la porte vous cède une place assise à qui en a davantage besoin. C'est cette appartenance à un monde commun que menace la crise multiforme de civilisation qui se produit sous nos yeux.
C'est pourquoi il faut urgemment s'opposer à l'action destructrice de ceux qui prétendent nous priver de nos repères communs. Voilà, j'en ai fini et je serai évidemment ravie de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Nathalie Hennig. Je pense que ça nous donne une lecture bien judicieuse de ce qu'est la décivilisation, entendue comme un processus à l'œuvre. Et je crois pouvoir entendre que vous l'identifiez à plein d'endroits dans notre culture actuelle. Oui, tout à fait. Donc, ça nous intéresse tout à fait, parce que qu'est-ce qui est à l'origine, justement, de cette décivilisation, si ce n'est, comme vous l'avez dit, la fin de devoir mettre une limite au monde pulsionnel. Oui, pardon, vous avez entendu? Non. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, Nathalie? Oui, mais je n'ai pas compris s'il y avait une question. Oui, il y avait une question dans le sens que c'est finalement la fin de mettre une limite au pulsionnel, de demander le renoncement au pulsionnel immédiat qui est à la base de cette décivilisation. Et c'est en cela que la sociologie d'Elias rejoint la psychanalyse. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il connaissait bien la pensée de Freud, donc il était nourri de cela. Et là, je pense qu'il y a vraiment des liens qui peuvent être faits entre la réflexion psychanalytique, la clinique psychanalytique même, et la sociologie. Puisque les phénomènes que je vous ai décrits sont des phénomènes sociaux, collectifs, que nous pouvons observer, sur lesquels nous pouvons enquêter. Et en même temps, on voit bien en quoi ils sont la conséquence de phénomènes beaucoup plus individuels et intériorisés, intrapsychiques, psycho-affectifs, qui intéressent directement la clinique psychanalytique. Oui, je vais peut-être demander aux questions dans la salle, si vous avez des choses, des remarques ou des retours à faire à l'intervention de Nathalie Hennig, qui nous met, je trouve bien, qui nous centre bien les choses sur ce que civiliser ou déciviliser veut dire. Vous avez convaincu tellement tout le monde que plus personne n'a rien à dire. C'est pas tout à fait juste ça. Et pourtant, oui. je me heurte souvent quand j'exprime ce genre de choses à des réticences, notamment des réticences concernant les ragots sociaux, que souvent sur lesquels il y a un énorme déni. Toute l'introduction de mon dossier sur les ravages des réseaux sociaux fait la liste de tous ces dénis opposés aux ravages. On les voit sous des formes extrêmement différentes. Vous découvrirez ça dans la revue. Mais c'est assez frappant de voir à quel point, y compris des gens extrêmement articulés, ne veulent pas voir le problème. Alors, peut-être parce qu'ils sont eux-mêmes consommateurs de réseaux sociaux, peut-être parce que l'idéologie de la liberté d'expression produit ses méfaits, et peut-être aussi parce que certains ont peur de passer pour d'horribles rétrogrades, technophobes, ringards. Voilà. Je pense qu'il y a aussi une forme d'idéologie progressiste qui empêche quelquefois de voir les problèmes posés par ces innovations technologiques. Oui, mais justement, cette dernière notion que vous indiquez nous fait... Comment est-ce que vous lisez, vous, cette naissance comme ça d'une impossibilité d'encore soutenir sa parole par rapport à justement une décivilisation, quelque chose qui serait décivilisateur. On a eu un moment où vous n'étiez, où vous ne parliez plus. Moi, j'avais le texte devant moi et vous parliez là d'éducateur, comme vous y parlez d'éducateur. Moi, c'est ça, d'éducateurs, c'est-à-dire des civilisateurs. Oui. Bon. Alors, comment est-ce que quelle position pouvez-vous nous indiquer de ce que vous percevez des raisons pour lesquelles autant de parents
ne veulent plus être civilisateurs, lié à ce que Ben, vous venez d'évoquer. on connaît les ravages de l'éducation positive, hein. Oui. Enfin, moi, j'estime que ce sont des ravages parce que c'est une forme de maltraitance que de ne pas éduquer les enfants dans la possibilité de se socialiser de façon harmonieuse. Et se socialiser, c'est bien sûr intégrer l'existence de l'autre, intégrer le fait qu'on n'est pas seul au monde, qu'on n'est pas le roi du monde, qu'il y a des lois, qu'il y a des règles, et que inculquer ces règles à un enfant, ça n'est pas le contraindre horriblement et le brider dans sa créativité, c'est simplement lui permettre de s'installer dans un monde partagé, dans un monde commun et dans un monde pacifié. Et je pense que cette idéologie soi-disant progressiste de l'éducation positive est simplement un refus d'éduquer, un refus de civiliser, un refus d'exercer son rôle de parent ou son rôle d'éducateur, et que c'est une régression massive qui contribue à ce processus de décivilisation. Je lis beaucoup d'articles sur ce qui se passe aujourd'hui dans les crèches et à l'école avec des enfants violents, impossibles à cadrer, qui sont le produit de cette idéologie partagée aujourd'hui par beaucoup de jeunes parents, cette idéologie de la contrainte comme étant forcément négative, alors que la transformation de la contrainte en autocontrôle est le premier pas vers une forme d'autonomie, vers une forme de liberté et surtout vers une forme de coexistence pacifique avec autrui. Oui, mais précisément qu'autant de parents se trouvent en difficulté avec ça, est-ce que ça ne signifie pas aussi qu'ils ne veulent plus, ils n'acceptent plus d'être l'adresse de la violence de l'enfant ou Oui, de alors, l'adolescent? il y a ce refus de la verticalité dont vous avez très bien parlé, Jean-Pierre, dans vos écrits, cette illusion d'une horizontalité parfaite où il y aurait égalité entre les parents et les enfants Oui. et où le désir de l'enfant serait équivalent aux besoins de l'adulte et où il faudrait négocier d'égal à égal en récusant, en déniant la dissymétrie fondamentale qui existe entre un adulte et un enfant. Et dans cette dissymétrie, il n'y a pas seulement un rapport de pouvoir de l'adulte sur l'enfant, comme le pensent ceux qui veulent éradiquer toute forme de verticalité au nom du refus du pouvoir, mais il y a aussi une forme de responsabilité du parent sur l'enfant, du maître sur l'élève, la responsabilité qui est celle de la transmission des connaissances pour les éducateurs, pour les professeurs, et puis de la transmission des règles du vivre ensemble pour les parents. Et là, on a vraiment quelque chose qui nous a été présenté suite à l'esprit 68 comme étant un progrès vers la liberté, vers l'authenticité, justement, mais qui se mue en énorme régression dans la civilité et dans la civilisation. Oui, et puis le fait, je trouve aussi que ces parents-là ne disposent plus, dans le discours social, de quoi pouvoir les soutenir aussi. C'est ça aussi qui rend, je trouve, difficile pour certains parents. En fait, aujourd'hui, c'est pas simple du tout d'être parent. Parce que dans Oui, le discours alors social, il y a quelque chose qui n'est plus là. quand on voit en effet qu'il y a eu récemment une circulaire euh, préconisant, une circulaire officielle préconisant l'éducation positive dans les crèches et les écoles, Oui. c'est une circulaire à laquelle il a été répondu par une tribune lancée par Caroline Goldman et qui a été Oui. signée par des centaines de spécialistes et moi-même je l'ai signée. On voit qu'en effet, il y a une forme d'officialisation de cette déréliction de la notion de civilité et de civilisation par l'éducation, et qui est, comment dire, introduite dans les discours officiels par l'action de groupes militants. Et ce qui est extrêmement troublant, c'est de voir l'efficacité d'un tout petit nombre de militants très déterminés à faire valoir leurs revendications, y compris au niveau officiel, alors même qu'ils sont parfaitement minoritaires et qu'on pourrait aisément contrer leurs revendications. Et on le voit aussi énormément aujourd'hui avec les dévoiements
de l'éducation affective et sexuelle à l'école, hein, qui sont largement détournés par des militants LGBT et surtout transactivistes, sans aucun contrôle, parce qu'ils prennent le pouvoir dans les institutions. Alors, ce que je dis peut paraître très, très provoquant, et donc je vais me faire encore traiter de toutes sortes de noms méchants, mais je pense qu'il faut être extrêmement attentif à ça, parce que l'officialisation de ces discours pervers de refus de toute verticalité, de toute dissymétrie, et donc de toute éducation, cette officialisation est dramatique. Elle est vraiment ce que je nomme un dispositif pervers, c'est-à-dire que l'institution institutionnalise le refus de l'institution. Et ça, c'est absolument tragique. J'en parle dans mon dernier livre, Penser contre son camp, où je consacre tout un chapitre au dispositif pervers, justement à partir du cas de l'art contemporain. Et je pense que c'est une situation qui se reproduit à grande échelle aujourd'hui, y compris dans les milieux éducatifs. Merci. Il y a Jean-Louis Ranchon qui veut vous poser une... Je ne sais pas s'il a un micro. Il faut que le micro lui parvienne. Voilà, si. Mais voilà. Il marche. Oui, un simple témoignage, parce que je serai plus, comment dirais-je, encore radical que vous lorsque vous parlez d'un groupe de militants. Je viens d'une faculté de droit, j'enseigne en faculté de droit. Je peux vous assurer que dans ma faculté de droit, lorsqu'il s'agit d'organiser un colloque sur les droits de l'enfant, on est... j'ai été un des rares au dernier colloque à dire, attendez, il y a quand même un problème. La notion générale est l'enfant, et on va jusqu'à dire que l'enfant est acteur de son éducation, et qu'une communication qui a été faite lors de ce colloque, applaudie par tout le monde, y compris les magistrats du monde judiciaire qui étaient présents, était que désormais, il faut substituer à la notion d'incapacité de l'enfant, qui renvoie évidemment, c'est le terme juridique, qui renvoie évidemment à quelque chose qui est déplaisant, hein, le terme d'incapacité, qui est le terme juridique habituel pour dire que l'enfant ne va pas encore exercer ses droits lui-même. Eh bien, il y avait une proposition qui était de substituer à l'incapacité de l'enfant la capacité de l'enfant comme principe de base. Alors, on venait poser la question à ces orateurs, oui, mais à partir de quel âge? Et là, évidemment, ils étaient un tout petit peu coincés. Mais donc, c'est un courant, à mes yeux, très majoritaire, vous savez. Alors, dans les milieux intellectuels, sans doute, mais j'aurais tendance à dire que ce n'est pas exclusivement des milieux militants. Oui, oui, c'est un discours qui, à partir des milieux militants, a infiltré de plus en plus le monde universitaire, le monde de la magistrature, et ça, c'est dramatique. Je vous renvoie sur ce point aux excellents travaux de Maurice Berger qui montrent à quel point les juges ont intégré, enfin, une partie des juges ont intégré cette idée que la sanction contre un crime ou contre un acte violent serait forcément négative, serait forcément une mauvaise chose, alors que Berger montre très bien comment les enfants qui sont la proie de leurs pulsions violentes ne peuvent y résister et y triompher que par l'appui de contraintes extérieures, qui sont notamment les sanctions judiciaires. Et donc, on a en effet un discours qui est devenu de plus en plus présent et auquel il est très difficile de s'opposer parce qu'il est porté par la conviction qu'on est du bon côté, qu'on est du côté du bien, puisqu'on est du côté des faibles, en l'occurrence des enfants. Or, ce discours ne fait que rendre les faibles encore plus faibles et enlever à ceux qui pourraient les aider toutes leurs possibilités d'appui. Donc, c'est extrêmement difficile, mais je crois qu'il faut vraiment avoir conscience de cette situation et ne pas se laisser impressionner par les menaces et les accusations dont les gens qui, comme nous, essayons d'alerter sur cette question, faisons l'objet. Il faut être fier de défendre la notion de civilisation par l'éducation, par l'intériorisation de la contrainte et par l'intériorisation des normes et des règles. Oui, alors Nathalie, vous voyez, on vous soutient tout à fait. Je voulais vous demander comment on pourrait faire, d'après vous, qui avez maintenant ce grand recul, ne serait-ce que par votre vie de lutte dans ce sens, activement, et voilà, parce qu'on se sent un peu démuni.
on a l'impression que ceux qui ont cette pensée, cette réflexion, et ont lu les analyses, une fois qu'ils sont là, qu'ils ont apporté même leur expérience de terrain, ça s'arrête là, on n'arrive pas à faire quelque chose qui pourrait faire lien dans un premier temps et ensuite être reconnu justement dans la cité, mis en place. Hier soir encore, à la réception à la mairie, on avait une élue qui était un peu désespérée et à cause du narcotrafic à Clermont-Ferrand, et qui nous disait que peut-être on pourrait s'inspirer de ce que des psychanalystes et sociologues mexicains avaient fait dans une ville où ils sont. Je crois que c'est d'ailleurs même un quartier de Mexico, et où ils avaient fait des quartiers thérapeutiques. Enfin, vous voyez, ils sont tellement démunis eux-mêmes qu'ils en viennent à se demander peut-être de voir dans des pays où ils sont passés par là avant nous, comment faire. Alors, est-ce que vous avez un peu une piste? Écoutez, c'est très difficile. Ça fait des années que je participe à différents collectifs qui se battent contre ces dérives, notamment l'Observatoire de la Petite Sirène, que je vous recommande si vous ne le connaissez pas, mais aussi... il y a différents collectifs qui existent sur ces sujets-là. Et les outils que nous avons sont à la fois puissants du point de vue intellectuel, parce que nous avons la capacité de verbaliser tout cela, de le réfléchir, de le conceptualiser, et en même temps d'une très grande pauvreté dans l'efficacité au niveau politique. Et donc tout ce que nous pouvons faire, c'est répliquer à chaque tentative pour imposer un discours qui nous paraît délétère, mortifère, répliquer, soit par des tribunes, par des pétitions, par des adresses directes au pouvoir public. Par exemple, il y a 2-3 ans, la Caisse d'allocation familiale, enfin la revue de la Caisse d'allocation familiale en France, avait produit un article qui était un encouragement absolument militant au transactivisme des mineurs. Bon, et nous avions écrit à la direction de la revue pour exiger que cet article soit retiré. Et il a fini par être retiré. Donc on peut quand même alerter. Il faut alerter l'éducation nationale sur les dérives de l'infiltration de l'éducation affective et sexuelle à l'école par des réseaux militants, parce que souvent les gens qui sont en position de décider sont assez naïfs et se laissent aisément convaincre par des arguments démagogiques. Donc on a la possibilité, simplement, c'est un énorme boulot, quoi. Ça demande d'écrire, de se mobiliser, de faire des pétitions, d'écrire au président d'université, de protester, d'écrire aux députés, aux sénateurs. On a des moyens, heureusement, nous sommes dans des pays démocratiques, on peut manifester, on peut pétitionner, mais c'est du travail, quoi. Mais il ne faut pas lâcher, il ne faut pas lâcher. Monette, vous voulez poser une question, Monette Vacquin? Oui, merci beaucoup, Madame, pour cet exposé tellement riche. L'inflation des droits subjectifs, l'oubris, la démesure, ça, on connaissait. Mais comment comprenez-vous l'identification des institutions à ces droits subjectifs et le fait que les institutions soient devenues désinstituantes? Parce que ça, c'est une autre paire de manches. Qu'est-ce qui leur manque? Quelle crise des fondements? Et mon autre question, puisque vous avez écrit « Penser contre son camp », comment comprenez-vous l'identification de la gauche à ce refus de toute limite? C'est une vaste question. Alors, je pense que pour ce qui est des institutions, il faut avoir en tête qu'elles sont portées par des individus. Elles sont incarnées par des personnes. Ce ne sont pas des êtres désincarnés, même si leur statut d'institution, évidemment, les fait totalement dépasser le niveau des personnes. Et donc, le problème, c'est lorsque les personnes qui portent ces institutions ont intériorisé des discours de type, libéralo-libertaire,
et qu'elles essayent de modifier l'action des institutions dans ce sens-là. Et c'est là où ça devient extrêmement dangereux parce que les institutions, comme vous le dites, se désinstitutionnalisent et on obtient ce que j'ai appelé dans le triple jeu de l'art contemporain le paradoxe permissif, c'est-à-dire ce paradoxe qui voit des institutions autoriser, voire encourager la transgression de leur propre pouvoir et de leurs propres limites. C'est ce qui s'est passé avec l'art contemporain, avec des effets très problématiques, et c'est ce qui se passe dans ce qu'on appelle l'éducation positive ou permissive. Bon. Et ça, je pense que c'est le produit, et là je réponds à votre deuxième question, le produit d'une idéologie qui s'est manifestée de façon extrêmement massive avec mai 68, qui a produit des choses formidables, parce que ça a produit une certaine libération de contraintes inutiles, une possibilité de s'épanouir individuellement, ça a produit des possibilités d'émancipation qu'on n'avait jamais connues, mais ça a produit aussi des effets pervers. Et c'est contre ces effets pervers qu'il faut aujourd'hui se battre, sans se laisser impressionner par le discours selon lequel, en se battant contre ces effets pervers, nous serions contre l'esprit 68 et donc nous serions d'horribles réactionnaires. C'est pas vrai. Nous essayons simplement de rester des gens de bon sens et de raison qui tiennent à un monde commun, qui tiennent au maintien d'un monde commun, d'un monde partagé, et qui savent que pour continuer à vivre dans un monde commun, il faut un certain nombre de règles et que ces règles, aujourd'hui, elles sont extraordinairement menacées par les effets pervers de cette idéologie libertaire. Je voudrais, Nathalie, il y a encore quelqu'un qui veut poser une question? Non? Pour le moment, oui, voilà. Marie-Marie. Merci. J'ai l'image d'un utérus avec un bébé à l'intérieur et notre culture post-68arde, c'est un utérus qui s'agrandit infiniment pour qu'il n'y ait pas de contraction, pour qu'on n'ait pas à vivre ce moment de la naissance, et les enfants deviennent de plus en plus dangereux, comme si ça les empêchait de naître, puisqu'on ne veut plus, tout à l'heure Jean-Pierre Lebrun a évoqué ça, les adultes ne veulent plus que leur soit adressée cette force des jeunes qui veulent se libérer. Encore faut-il qu'il y ait une limite pour qu'ils puissent passer cette limite, puisque sans ça... Donc cet utérus qui est de plus en plus allongé, grand, et où on a de plus en plus de droits de faire quelque chose, voilà, et on ne peut pas naître. Voilà, je suis chez Tocqueville peut-être là. Merci. Oui, c'est une très belle image. Mais j'aurais pu reprendre cette image à propos de ce que j'explique du fonctionnement de l'art contemporain, où les institutions ne cessent d'élargir les limites de ce qu'on peut considérer comme de l'art, sous le coup des transgressions qu'opèrent les artistes, au point que les artistes doivent faire des transgressions toujours plus marquées pour pouvoir continuer à exister dans ce monde-là. Est-ce que dans ces conditions, ils parviennent à naître à eux-mêmes dans une forme d'authenticité et non pas dans une sorte de réponse mécanique à la demande de transgression qui leur est faite par le milieu de l'art contemporain? C'est une vraie question. Et en effet, la métaphore de l'utérus en expansion qui empêche la naissance de l'être à soi-même et qui empêche surtout la séparation entre la mère et l'enfant est une image parfaitement juste. Je crois qu'un des problèmes, une des pathologies parentales aujourd'hui, c'est le refus de la séparation. Et la fusion parent-enfant, et notamment mère-enfant, je vous renvoie au livre que j'avais écrit avec Caroline Eliachev, Mère-fille, une relation à trois, où il y a évidemment toutes sortes d'exemples de cette difficulté à non seulement à se séparer de l'enfant, mais à être dans une position dissymétrique par rapport à son enfant et à ne pas faire de l'enfant un simple prolongement narcissique de soi-même. Voilà. L'utérus en expansion, c'est un petit peu
ça ressemble, à mon avis, à ce que Alice Miller décrivait comme l'abus narcissique, c'est-à-dire l'idée que l'enfant serait, pour la mère ou pour le parent, une sorte de prolongement narcissique de lui-même et non pas un être autonome. Et je crois que ce sont toutes ces pathologies qu'on voit aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, je me permets de renvoyer à l'article que vous aviez écrit avec Caroline Gachef, étendre la notion d'inceste, exclusion du tiers et binarisation du ternaire. Exactement. Oui, tout à fait ça. Mais encore... Un article passé tout à fait inaperçu, mais si les psychanalystes pouvaient le lire, j'en serais ravie. Mais tout à fait, mais je peux encore vous permettez-moi de vous poser encore une question. Est-ce que vous... comment diriez-vous qu'avons-nous raté, la génération qui est celle de 68, pour l'appeler comme ça? Qu'est-ce que nous avons raté pour avoir ce problème-là? Est-ce que vous avez quelque chose à identifier là ou bien non? On est allé très loin dans l'individualisation et dans l'idéalisation du désir individuel, sans comprendre qu'une société, c'est une entité à la fois indispensable à la vie commune, un peu comme l'utérus, et en même temps, c'est une entité fragile. C'est comme si, je vais reprendre la métaphore de l'utérus, on avait un fœtus qui ne cesse de donner des coups de pied dans l'utérus en s'imaginant qu'il est à toute épreuve. Or, une société n'est pas à toute épreuve. Elle peut se déliter, elle peut se décomposer, et il faut en prendre soin. Et je pense que prendre soin du monde commun qui forme une société, c'est tout aussi important, voire plus, que de prendre soin des désirs individuels et des besoins d'autonomie et d'émancipation. Et c'est ça que nous avons raté. C'est de prendre en compte cette double entité qui est la nécessité qu'éprouvent les individus à s'affirmer, à s'autonomiser, et la nécessité que n'éprouve pas une société, parce qu'une société n'est pas une personne, mais la nécessité pour qu'une société tienne, de faire ce qu'il faut pour qu'elle tienne. Et ça, c'est aux individus de le faire, et aux institutions, bien sûr. Et pour ça, il y a beaucoup de travail. Mais y a-t-il encore une question? Oui, voilà, quelqu'un là-bas encore. Attendez, j'arrive. Merci. Bonjour. Alors, je voulais témoigner de quelque chose qui m'a été confié il y a une quinzaine de jours d'un couple qui a eu un enfant. Et de cet enfant, ils lui ont donné un prénom qui soit aussi bien féminin que masculin, en pensant que plus tard, s'il voulait choisir sa sexualité, ça serait plus facile pour lui. Alors, c'est vrai que ça m'a un peu interpellée parce que je me suis dit, mais quelle éducation, quel comportement ces parents-là vont, quelle communication, de quelle manière vont-ils éduquer cet enfant avec cette idée qu'en lui donnant un prénom, voilà, qu'il puisse avoir une autre sexualité que celle avec laquelle il est né. Voilà, qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet, Madame Hennig? Oui, c'est malheureusement là encore une idéologie qui s'est répandue de façon extrêmement rapide et extrêmement massive, l'idée que la différence des sexes serait une contrainte insupportable, qu'il faudrait aider les enfants à y échapper, l'idée que le sexe biologique serait arbitrairement assigné à la naissance aux enfants par les institutions, qu'il ne serait donc une construction sociale, c'est-à-dire un total déni de la réalité, un total déni des contraintes objectives dans lesquelles nous naissons, tout simplement. Et donc, une sorte de fantasme de toute puissance qui est délégué par ses parents à leurs enfants, l'idée qu'un enfant aurait la toute-puissance de choisir son sexe et que le rôle du parent serait de l'aider à exercer cette toute-puissance. C'est une forme de schizophrénie, en tout cas de déni du réel, et c'est extrêmement grave. Ça met évidemment les enfants dans des situations très problématiques, je suppose, on peut l'imaginer, et j'espère que cette mode va très vite
passer, parce que c'est totalement problématique, ne serait-ce que pour, encore une fois, notre capacité à vivre dans un monde commun. La différence des sexes est un des grands piliers du monde commun, de même que la différence des générations. Freud a bien dit à quel point c'est au croisement de la différence des sexes et de la différence des générations que se forme l'interdit de l'inceste et que se forme justement cette civilisation qui nous permet de vivre à peu près en paix, disons, avec des repères communs. Et c'est ce double ancrage biologique dans la différence des sexes et la différence des générations qui est en train d'être nié par cette nouvelle idéologie de la toute-puissance et de l'horizontalité. Donc il faut y résister. Bien, écoutez, je crois qu'on va vous remercier vivement. Oui, merci Nathalie. Merci beaucoup à vous de votre invitation. Je voudrais encore ajouter simplement que vous avez évoqué tout à l'heure votre petit texte, petit livret « Penser contre son camp », que je ne peux que recommander à tout le monde parce que vous y faites un travail extrêmement éthiquement rigoureux de parvenir à repositionner les choses tout en ne se laissant pas entamer par les discours ambiants. Merci beaucoup Nathalie Hennig, et puis à bientôt. Et c'est moi qui vous remercie et bonne fin de colloque. Merci, au revoir. Au revoir. Bon, je crois qu'on n'a pas perdu son temps en écoutant quand même. Hein. Tout à fait. Ça vaut la peine quand même qu'elle resitue bien. Je trouve que c'est bien de resituer le mot civilisé ou décivilisé comme un processus à l'œuvre et pas comme un qualificatif donné à une société donnée ou en plus ou moins. C'est un processus qui est à l'œuvre et le processus que nous on rencontre, c'est celui qui est décivilisateur, évidemment. C'est bien ça, puisque le monde pulsionnel doit être désormais de plus en plus... En fait, on peut très bien lire, à mon avis, le monde néolibéral comme étant une façon de donner sa place, de répondre à la pulsionalité pour l'entretenir. Donc, du coup, on court-circuite complètement le travail d'élaboration psychique qui peut permettre de mettre ça à distance et on se retrouve avec des sujets qui, si enfants, ils ont pu faire ça, c'est leur laisser l'ouverture de la toute-puissance. Et puis, au moment où, évidemment, ils vont devoir rencontrer des réalités, ce qu'ils feront de toute façon. Heureusement, certains, du coup, se remettront un peu en place, mais peut-être d'autres aussi vont avoir très difficile à lâcher prise aux positions subjectives qu'ils ont pu prendre. Hein. Et ça, c'est plus compliqué.